C'est pourquoi je vous présente Finn, un Springer anglais mâle de 8 mois, non castré, qui s'est présenté à la clinique vétérinaire avec des antécédents, depuis son adoption, d'éternuements fréquents accompagnés de contenus alimentaires. Le patient toussait beaucoup, surtout lors de la déglutition, et avait déjà été hospitalisé 2 fois pour une pneumonie sévère. Il est vrai que les propriétaires parlaient de certaines déglutitions répétées, mais ils n'y accordaient pas beaucoup d'importance. L'examen physique était plutôt normal et ne révélait pas d'anomalies majeures, à l'exception d'un écoulement purulent dans les 2 narines. Il est très important, dans ces cas-là, lorsque l'on observe un problème possible de déglutition, de faire manger les patients. De regarder comment ils mangent. C'est l'une des premières choses que l'on fait. Aujourd'hui, heureusement, nous avons les vidéos que les propriétaires peuvent nous apporter, mais voici un patient que nous avons fait manger. Comme vous pouvez le voir, c'est un patient qui pouvait manger un contenu liquide semi-solide. Cependant, comme vous le voyez bien, le patient essaie constamment de déglutir. Il revient vers la gamelle et si vous faites bien attention, on observe un éternuement final. Ce patient avait un problème de déglutition. Quand on parle de la déglutition, il nous importe beaucoup de savoir comment elle se passe, et les outils les plus importants et les plus efficaces dans ces cas sont les fluoroscopies. Il existe d'autres méthodologies en médecine humaine, mais celle à laquelle nous avons le plus accès en médecine vétérinaire est la fluoroscopie avec contraste dans la nourriture. Lors d'une déglutition normale, ici nous voyons une projection latérale d'un patient en train de manger. Il avale un aliment contenant du barium qui se mélange, entre dans la bouche, le pharynx, et on observe une propulsion, le sphincter supérieur de l'ésophage s'ouvre et le bolus passe à travers l'ésophage. J'ai beaucoup simplifié ce processus dans lequel interviennent de très nombreux muscles. Cependant, dans le cas de Finn, la situation était très différente. Ce n'est vraiment pas la meilleure vidéo à regarder, mais j'aime que vous puissiez voir qu'au-dessus, même si ce n'est pas très clair, il y a une boule noire dans le cou du patient, disons, juste au-dessus du sphincter supérieur de l'ésophage. Malheureusement, on ne la voit pas très bien, mais elle sera sûrement bien visible dans les vidéos en ligne. Mais en gros, c'était comme une boule de nourriture dans le pharynx qui ne pouvait pas être avalée. Lorsqu'on parle des pathologies de la motilité et du pharynx ou du cricopharynx, comme dans ce cas, on peut dire qu'il existe une difficulté à propulser le bolus à cause d'une faiblesse du pharynx. On observe cela surtout chez les patients atteints de maladies neuromusculaires. Il peut y avoir un problème de communication entre le pharynx et le sphincter supérieur de l'ésophage. Dans ce cas, il peut y avoir une asynchronie ou, le plus souvent, une obstruction. Quand on parle d'obstruction, on parle déjà de corps étrangers que nous avons pu observer. Certains, plus d'une fois. Malheureusement, certains types de tumeurs dans le pharynx ou le larynx, ou dans ce cas précis, nous étions face à ce qu'on appelle une achalasie du cricopharyngien, une achalasie cricopharyngée. C'est-à-dire que le sphincter supérieur de l'ésophage ne pouvait pas s'ouvrir correctement. Le traitement dans ce cas précis a été une myotonie cricopharyngée. Nous n'allons pas parler en détail de cette maladie, car ce n'est pas vraiment l'objectif de cette présentation, mais ce que nous voulons vraiment montrer, c'est que les autres facettes de la gastro-entérologie sont les maladies aérodigestives. Et je pense que quand on parle de cela, il faut que le concept soit vraiment bien clair. Ce sont des pathologies ou des signes cliniques au niveau de l'appareil respiratoire, que ce soit une pneumonie, des bronchectasies, une bronchiolite, etc., qui ont tout un point commun, il s'agit fondamentalement d'une pathologie digestive. Si vous recevez des patients avec des signes respiratoires, dans ce cas Finn, bien sûr que les propriétaires disaient que l'animal avait du mal à avaler, mais en général, ce qui les inquiétait le plus, c'était que leur chien avait déjà été hospitalisé 2 fois pour une pneumonie, avec des écoulements nasaux. Ce patient n'avait aucun problème respiratoire primaire, il présentait un problème digestif sous-jacent, un problème de déglutition. Nous recevons des animaux présentant une bronchectasie associée au reflux gastro-œsophagien. Très souvent, lorsque nous sommes face à des reflux gastro-œsophagiens, ce que nous observons lors des endoscopies ou des bronchoscopies, c'est une rougeur de la muqueuse dans la partie la plus crânienne, et à mesure que l'on descend vers la carène, comme vous pouvez le voir sur la photo à droite, cela devient de moins en moins évident.
C'est assez typique du reflux gastro-œsophagien. Évidemment, quand on parle de ces maladies, on pense tout de suite au cas le plus courant, le cas typique du mégaœsophage et de la pneumonie d'inhalation. Ces marqueurs sont typiques de la pneumonie d'inhalation. Ou dans certains cas, comme nous l'avons vu récemment, des animaux qui venaient pour une rhinite chronique, nous avons effectué un lavage nasal pour voir s'il y avait un contenu dans la cavité nasale et nous avons observé et recueilli cette sécrétion. Et ça, ce n'est pas du mucus, c'est de la bile. C'est un animal qui souffrait constamment de reflux gastro-œsophagien. Et voici le cas typique d'un patient souffrant de reflux gastro-œsophagien avec œsophagite. Où sommes-nous exactement? Nous sommes à l'entrée du cardia. Nous sommes dans l'œsophage, en vue distale, sur le point d'entrée dans le cardia. Ce patient, qu'est-ce qu'il avait? Eh bien, ce patient présentait entre autres des signes de léchage constant, ce qui est assez typique des reflux gastro-œsophagiens que l'on reçoit en consultation. Pour clore un peu le sujet des autres facettes de la gastro-entérologie, et si l'on se concentre surtout sur la question des maladies aérodigestives, cet article est vraiment très intéressant. Plusieurs articles ont suivi celui-ci, que vous pouvez retrouver dans la littérature, mais en résumé, les points clés que l'on peut en retenir, c'est qu'ils ont pris 31 chiens atteints de toux chronique sans signes digestifs visibles par les propriétaires et qu'ils ont réalisé une fluoroscopie. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'un patient sur 4 présentait ce qu'on appelle une toux alimentaire. C'est-à-dire que ces patients n'avaient pas un problème respiratoire primaire, mais plutôt un problème de dysphagie, des problèmes de reflux, etc., ce qui provoquait le problème respiratoire. Et de plus, 55% des animaux, ceux qui présentaient surtout une toux respiratoire, présentaient également des anomalies au niveau de la déglutition. Et c'est courant chez les personnes atteintes de toux chronique à cause d'une bronchite, du tabagisme ou de la BPCO. Une fluoroscopie de la déglutition révèle aussi des problèmes pour avaler. Il s'agit d'un effet perpétuant dans la maladie, car on a observé qu'en réalité, les patients souffrant de problèmes respiratoires chroniques peuvent également finir par présenter des troubles de la déglutition. Donc c'est un peu l'histoire de l'œuf ou de la poule, non? Un problème en nourrit un autre.